Oui, alors cela dit, voilà qu'en 39, sous prétexte qu'il y a une expédition française dans la région de Constantine qui s'empare d'un lieu très important qui s'appelle les Portes de Fer, la guerre reprend. Abdelkader, en plus avec les armes que lui a fournies la France, la guerre reprend contre Abdelkader, et là une guerre qui va durer très longtemps, qui va durer 8 ans à peu près, et une guerre extrêmement meurtrière, Yves Lacoste. Bugeaud là-bas fait preuve d'une brutalité incroyable. Elle est meurtrière des deux côtés. Il y a eu un massacre de colons dans la Mitidja en 39, en 1839, mais il y a également alors une guerre dont vous parlez même de guerre d'extermination voulue par Bugeaud de la population algérienne. Je pense que pour ces populations semi-nomades, qui font un peu de culture, mais surtout des troupeaux, mettre la main dessus, mettre la main sur les combattants, c'est très difficile. Ils se défilent, ils appliquent une stratégie de glissement. Par conséquent, la stratégie de Bugeaud, ça va être la destruction systématique des récoltes, des habitations, d'empoisonner les points d'eau. C'est les techniques qui étaient appliquées. Vous parlez même de génocide quand même. Je pense Entre guillemets, vous dites. Je pense qu'on en est prêt, et c'est les techniques qui avaient été mises en œuvre durant la guerre d'Espagne par l'armée de Napoléon sur une partie de l'Espagne. Et on détruit la capitale qu'Abdelkader. Abdelkader s'était constitué une capitale, il avait même une monnaie, il avait un drapeau, d'ailleurs aux couleurs de l'actuel drapeau algérien, et on détruit cette capitale, il se place, alors il s'installe alors dans une espèce de capitale itinérante qu'on appelle la Smala, qui compte environ 30 000 personnes, nomades, avec des tentes, etc. Smala dont s'empare le duc d'Aumale en 1843. Monseigneur, le duc d'Aumale m'a chargé de vous annoncer qu'il a capturé la Smala d'Abdelkader le 16 mai à midi. Nous sommes partis à l'aube avec la cavalerie et vers midi, nous sommes tombés sur elle. Un spectacle inouï, mon général, que je n'oublierai jamais. Les chasseurs d'Afrique ont contourné la Smala pour la prendre à revers, et les spahis du colonel El Youssouf ont attaqué par le front. Tout de suite, ce fut la débandade, la panique, le sauve-qui-peut. Mon général, nous avons capturé 300 notables, les chefs de guerre, leurs familles, les moutons, les chevaux, tout le trésor de guerre d'Abdelkader. Un butin magnifique. Le duc d'Aumale a failli y laisser la vie. Bien. Très bien. Et Abdelkader? Il n'y était pas, mon général. Et Abdelkader, effectivement, n'a pas été pris par le duc d'Aumale, il s'est réfugié au Maroc. D'ailleurs, la guerre va se déplacer en quelque sorte au Maroc, car le Maroc soutient, bien entendu, Abdelkader et sa révolte. Et là, contrairement aux ordres qu'il avait reçus, parce que le gouvernement français à Paris ne veut surtout pas d'affaires avec les Maroc, ce qui enclencherait vraiment une tension très grave avec l'Angleterre, Abdelkader rentre tout de même en territoire marocain et affronte cette armée marocaine à la fameuse bataille de l'Isly, où il remporte une victoire. Bugeaud voulait dire... pardon. C'est Bugeaud qui remporte une victoire. Remporte cette victoire. Bon. Et par conséquent, il revient sur le territoire algérien et les choses... Il finit par se rendre, en fait, en 1847. Ce qu'il y a, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, la guerre ne s'arrête pas avec la reddition d'Abdelkader. En 1847, elle va encore continuer jusqu'en 57. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 30 ans, il a fallu 30 ans de guerre avant de pacifier, comme on disait à l'époque, l'Algérie, Yves Lacoste. Oui. Il reste à conquérir la Grande Kabylie. C'est-à-dire l'Est. Une montagne extrêmement peuplée, près d'Alger. Et jusque-là, Bugeaud avait bien donné des ordres pour ne pas toucher aux Kabyles, parce que ceux-ci avaient refusé de se mettre sous l'autorité d'Abdelkader. Et par conséquent, lorsque Napoléon arrive au pouvoir, il donne bien des consignes, tant que la guerre de Crimée existe, de ne pas engager des forces pour prendre d'une façon insuffisante la Kabylie. Et c'est en 1857, une fois que les troupes sont rassemblées autour de cette montagne, que par une offensive, alors là, complètement différente de celle qui était menée dans l'ouest algérien, en quelques jours, les principales tribus font leur reddition. Et ça va être la paix pendant 130, enfin pendant plus de 100 ans. Il va y avoir une insurrection de la Kabylie en 1871. Et puis, justement, alors à ce moment-là, la colonisation qui avait déjà commencé, la colonisation se développe avec l'arrivée en 1848 des républicains chassés de France par Napoléon III. Allons faire un jardin de cette plaine pourrie de la Mitidja. Et nous y établirons un jour une nouvelle république. Dans ce but,
Je vous propose de créer une association des colons et de fonder un journal, La Voix du Colon. Vive la République! Messieurs, musique. N'oublie pas que ta belle devise républicaine nous commande de pratiquer aussi avec les Arabes la liberté, l'égalité et la fraternité. Hubert, tu rêves. Tu as vu comme moi comment ces sauvages égorgent nos compatriotes? Tu veux faire des Français de ces gens-là, toi? C'est vous qui avez aboli l'esclavage en 48. Faut être logique. Les Arabes sont des hommes comme nous. Ce sont nos frères humains. Ah, si le brave Abdelkader revenait en Algérie, il serait heureux, Abdelkader, de voir comme elle est jolie. Il y a du pinard, du chemin de fer, du chameau, de l'industrie. Aussi je suis fier de lever mon verre à la santé d'Abdelkader. Et c'était une chanson de 1930 pour le 100e anniversaire de la conquête de l'Algérie, vantant les mérites d'une colonisation qui avait commencé, vous le rappelez Yves Lacoste, dès le début de la conquête, même si c'était pas l'objectif de la conquête en 1830, qui s'est poursuivie ensuite avec d'autres vagues de colonisation, vous le rappelez, devenues d'ailleurs pas seulement de France. Vous rappelez qu'il y avait des Espagnols, des Italiens, des Maltais, les futurs pieds noirs en fait sont venus de partout, des réprouvés aussi comme les communards, les Alsaciens qui ont refusé l'occupation de leur pays par les Allemands. Et au début, l'arrivée de ces immigrants européens se fait dans des conditions extrêmement mauvaises, parce que dans les plaines, il y a le paludisme. Et un paludisme pernicieux qui fait que les pertes sont énormes. Dans la plaine de la Mitidja, au premier abord, on dit on va cultiver, etc. Ça a été catastrophique. Alors ça a été catastrophique, ça a été difficile. Ce qui est étonnant aussi, c'est que vous rappelez que cette colonisation n'a pas été faite par des réactionnaires conservateurs. On l'a entendu, beaucoup de républicains, des communards se sont installés dans ces pays. Vous rappelez même qu'un géographe comme vous, qui était libertaire, Élisée Reclus, vantait les mérites de la colonisation, Yves Lacoste. Oui, il exécrait l'armée, considérait que adorait les colons. Les colons, c'était très bien, et que s'il n'y avait pas l'armée, ça serait parfait. Il oubliait naïvement que sans l'armée, il n'y aurait pas eu les colons. Et sans cette guerre, il n'y aurait peut-être pas eu le fossé qui s'est creusé dès le début, jusqu'à la guerre d'Algérie, entre deux communautés qui vivaient sur le même sol, devenue l'Algérie française, mais où la majeure partie de la population, c'est-à-dire les Berbères, les Arabes, n'étaient pas considérés comme français, n'ont jamais été. Juridiquement, ils ne sont pas citoyens, ils n'ont pas le droit de vote. Ils sont sujets français, jusqu'en 1947. Alors, cette première guerre a laissé des traces, évidemment, pendant longtemps. Elle a, sans doute, la deuxième aussi, la guerre d'Algérie dont on parle le plus souvent, mais même la première. Et vous dites que, au fond, dans les mémoires, elle est restée pendant longtemps, du moins en France, très peu en Algérie. Votre livre s'appelle « La question post-coloniale ». Pourquoi ? Parce que vous vous rendez compte qu'au fond, il est destiné à tous les Algériens, entre autres, enfin tous les colonisés en général, mais en particulier les Algériens qui vivent en France, les jeunes, qui ignorent totalement leur histoire, leur passé, même ceux des banlieues, Yves Lacoste. Oui, et vous posez la question fondamentale de départ de ce livre. C'est que en 1962, à la fin de la guerre d'Algérie, on aurait pu penser, compte tenu de l'atrocité de cette guerre, que plus jamais les Algériens ne voudraient entendre parler de la France, voudraient venir. Bon. Or, on voit arriver, dès 1962, des Algériens patriotes, certains d'entre eux venant d'avoir combattu l'armée française, c'est ceux de Kabylie, et qui sont obligés de quitter l'Algérie. Ça, c'est pour bien montrer que les luttes pour l'indépendance sont des affaires compliquées. Et tous les Algériens qui étaient venus pendant la guerre d'Algérie, leur nombre a doublé. On se rend compte maintenant qu'ils ont été envoyés par le FLN pour gagner de l'argent sur lequel le FLN prélevait pour ses finances. Eh bien, on pouvait penser que ces Algériens rentreraient dans leur pays. Or, la grande majorité ne reviennent pas, ne retournent pas. Pourquoi ? Parce que notamment en métropole, entre ces Algériens, il y a des luttes terribles entre un ancien parti nationaliste, le MNA,
un nouveau parti nationaliste, Oui, le mais FLN. quel rapport cela a-t-il avec cette première guerre d'Algérie dont on vient de parler, Je et qui est pense bien que antérieure? Je pense que le souvenir va être reconstruit après. Hein. On va se référer à les liquidations des populations dans l'Ouest algérien. Bon, mais au départ, c'est pas tellement le souvenir qui joue. C'est des revendications qui sont nées du fait que ces Algériens qui sont venus travailler en France dès 1920, eh bien, considèrent normal qu'ils aient des droits démocratiques comme les Français. Et à la limite, ils trouvaient normal de devenir vraiment citoyens français. Comment se fait-il que les Algériens connaissent aussi mal leur histoire, non seulement de la dernière guerre, celle qui s'est terminée en 1962, mais même de cette première, de la façon dont leur pays a été conquis par la France en 1830? Pour la Seconde Guerre d'Algérie, en faire l'histoire, c'est extrêmement dangereux pour les gouvernements algériens, les généraux algériens. Parce qu'à ce moment-là, ça fait apparaître des luttes terribles qui se sont déroulées. Et puis surtout que la plupart d'entre eux ont été des résistants de la dernière heure. Tous les chefs historiques ont été éliminés ou mis à l'écart. Certainement. Hein, et que les Kabyles de la Wilaya 3, qui ont été obligés de partir à la veille de l'indépendance ou au lendemain de l'insurrection de la Kabylie 63, s'étaient heurtés à l'armée du général Boumedienne qui arrivait du Maroc et de la Tunisie. Par conséquent, c'est très difficile. Quant à la première guerre d'indépendance, eh bien, on peut lui donner évidemment des significations presque planétaires si on considère que c'est un premier génocide. Alors chacun rivalise de génocide. Hein, bon. Et je pense que il y a tout un travail d'historien à faire. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, d'abord, comprennent les luttes pour l'indépendance et puis les conquêtes coloniales. C'est ce que vous faites dans ce livre, donc, Yves Lacoste, La question post-coloniale, une analyse géopolitique qui a été publiée chez Fayard. À lire aussi De l'indigénat, anatomie d'un monstre juridique, le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français, d'Olivier Lecourt-Grandmaison aux éditions La Découverte Zone. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. L'Algérie des chimères de François Luciani, d'après le livre de Henri Turenne et Robert Solé, édité en DVD par Warner Vision France et Arte Vidéo, et Les Chevaux du Soleil de François Villiers, d'après le roman de Jules Roy, en DVD aux éditions Coba Film. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Olivier Daligo, Céline Bonhomme, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Hirsch-Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le rideau de fer ou les débuts de la guerre froide.